Tu peux pas me troller à ce moment-là. Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin, hein, l'hôte de cette émission. Qu'est-ce qui est super drôle avec ça? À peu près sérieux. Pardon. Quoi, qu'est-ce que je dis? Non, mais je crois que c'est le ton, c'est génial. Tu nous amènes sur une plage. C'est le début d'une méditation. C'est le début d'un podcast. Je m'appelle Aubin. Bon, on va recommencer, désolé. Non, c'est encore pire, je vais devoir... Non, vas-y. Je vais te regarder pour être sûr que tu rigoles. mais moi, je vais partir en fou rire, je le sens là. Bienvenue dans À peu près sérieux, le podcast mi-deep, mi-hilar et super authentique. Moi, c'est Aubin, l'hôte de cette émission, psy et podcasteur à mes heures perdues. Et aujourd'hui, je nous avais invité une belle ribambelle de gens. Très très drôle, apparemment. Non, mais... On a dû faire cette intro au moins 4 fois. Le mec est pas du tout dans la bulle. Faut dire que c'est la deuxième. Comment tu vas, Adé? Mais ça va très bien et toi, Aubin? Ça va. Et donc Adélaïde, Vince et Lucie, qu'est-ce que ça fait d'être sur ce petit canapé cocoon très cosy? Bah, ça fait du bien de prendre un peu le temps d'avoir une bonne discussion. Cocoon. Yes. Cocoon. Grave, on ralentit un peu là, parce que d'habitude c'est... Un peu se poser quoi. Salut, alors quel est votre avis sur la situation actuellement avec l'ICOP et tout là. Et maintenant t'as une minute, toi. Ouais, tu dois répondre. Tu dois dire ta phrase. Il y a autant de CO2 dans l'atmosphère et maintenant il faudrait absolument qu'on réduise à autant de pourcentage pour 2030 parce que sinon c'est la merde. Oui, mais Adélaïde, pensez-vous vraiment que votre méthodologie de militant est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne très bien? Vous avez 10 secondes pour répondre. Oui, parce qu'en fait on a plein d'impact. Merci, tout de suite une page de publicité. Le départ de cette émission me fume. Donc là, ça nous fait du bien un peu, là, on se pose. Bah écoutez, on peut se chiller dans une certaine mesure, parce qu'il faut savoir qu'à l'émission précédente où Vince est arrivé, il était un peu late. Et là encore, mais on l'adore, on l'aime comme ça. J'avoue, j'ai 1h30 de retard. Au moins c'est dit. Ouais, c'est dit. Quelle honte, je suis vraiment désolé. La dernière fois, c'était combien de temps? C'était pas autant? Non, c'était une petite dizaine de minutes. Mytho! Si, c'était une dizaine de minutes. Genre, je sais plus, mais on demandera après à l'équipe, mais c'était genre 40 minutes. Ah bon. J'ai autant de mauvaises habitudes comme ça. Ah, c'est dingue. Mais quoi qu'il en soit, je commence pas mes émissions sans présenter mes invités. C'est bien. Alors, parce que je sais que c'est badant de pouvoir dire un petit peu qui nous sommes, etc. Vos CV, ils sont bien fournis, et donc j'ai condensé ça dans des petits écrits. Laissez-moi vous expliquer qui vous êtes. Ok. C'est un concept. Alors, écoutez bien. À ce stade, après une 3e apparition, ce poteau a clairement gagné un abonnement dans ses podcasts. Une saison ne passe pas sans que je lui envoie un texto prétextant vainement une émission pour simplement le revoir. Le temps passe et l'investissement dans ses convictions ne se tarit nullement. Je dirais même que ses compétences, son savoir et ses connaissances s'aiguisent. Si vous ne connaissez pas limite son média de vulgarisation et d'investigation des enjeux écologiques et sociétaux, je vous invite vivement à y jeter un coup d'œil. Bref, impossible de réduire le CV de cet homme en quelques lignes. Le boug est journaliste, papa, public speaker, youtubeur, légèrement dérangeur, drôlement investi. Mesdames et messieurs, voici Vince Canté. On peut l'applaudir. Bon, je sais pas si je dois m'applaudir moi-même, mais... Bien sûr que tu t'applaudis. C'est lourd ces présentations, mon gars, purée. Moi, à chaque fois, on me demande, Vince, vous faites quoi? Je fais, la même. je sais pas. Vraiment. Je fais plein de trucs à la fois. Je l'ai changé, hein, tu vois, genre, j'arrive à évoluer. Tu vois, mais moi, j'apprécie beaucoup que tu aies dit papa, parce que c'est le plus beau des métiers, le plus fatigant, le plus relou. Mais j'adore. Et puis, ouais, que c'est un prétexte pour qu'on se revoie aussi, ça, c'est cool, ça. Alors, la suite. Difficile
de dissocier ce duo de jeunes activistes inséparables. Leur énergie est débordante, leur fougue est langoureuse, leur soif de justice sociale ne démord pas, et ce, même après de nombreuses années à interpeller les politiques, les multinationales et la populace belge et internationale. Leur alliance les a emmenés dans de multiples contrées pour défendre leur rêve d'un monde sobre et éveillé sur la conscience écologique. À L2, ce sont des heures passées à attendre des trains, des correspondances loupées. RIP, cette conférence et ce voyage entre Bruxelles et Copenhague. À L2, ce sont des heures passées à scander plus chaud, on est plus chaud que le climat sous la météo pluvieuse belge. L2, c'est une amitié qui a osé se mettre à rude épreuve dans l'étroitesse d'une tiny house durant 20 jours. Parlons-en d'ailleurs, ont-elles dormi en tête bêche? Qui ramassait les chaussettes de l'autre, hein, qui était la lève-tôt mauvais ambi? Tant de questions qui n'attendent que des réponses. Mesdames et messieurs, voici Adélaïde Charlier et Lucie Moreau. Vous pouvez vous applaudir également. Moi j'ai applaudi son introduction. Elle est incroyable. Très vrai. Un peu trop vrai. Un peu trop vrai? Ouais, il y a des petits détails un peu vrais. D'ailleurs, sur le train là, vers Bruxelles-Copenhague, on a raté notre correspondance à cause d'un retard de train, évidemment. Ouais. Ce qui a fait qu'on a pris un train de nuit, mais qui n'était pas un train de nuit. Pour la nuit. Donc ça veut dire que t'es vraiment assis comme ça toute la nuit, quoi. C'était genre les trains de nuit de base, ils ont les couchettes. Ouais, mais là il n'y avait pas de couchette, c'était un train. C'est un train qui a roulé de nuit. C'était pas un train de nuit. Oh purée. Ah, du coup, on a dormi comme ça. En fait, hein. Oh my god. Et on arrive à 7h du matin à Copenhague. Voilà, la journée commence. Oh my god. Avoir dormi comme ça entre les couches. Il y avait encore le siège qui était accroché à elle, tu vois. Et j'ai un peu scrollé dans vos stories et tout. C'était un peu marrant. Panique à tout ce qu'on dit. Non mais attends, on n'a pas mis la... Franchement, j'ai vraiment une vidéo de moi qui me réveille ce matin-là dans le train à 6h30 en train d'arriver à Copenhague. Et ça se voit que j'ai pas passé une très belle nuit, quoi. Dis-moi, et avant de commencer l'émission et de vous poser les questions un peu, parce que je voulais aborder la question de l'éco-anxiété, je me suis dit c'est parfait parce que autour de cette petite table, eh bien, il y a des personnes qui sont très touchées par cette question autour de l'écologie. J'ai envie de vous poser cette question, mais à quel moment vous vous êtes senti impliqué par la question du climat? Est-ce qu'il y a eu un moment fatidique ou c'était plutôt graduel? Lucie, si toi... Moi, je pense que c'était plutôt graduel. J'ai pas vécu un moment... Diriger peut-être le micro. Ok, désolé. Ouais, vas-y. C'était plutôt graduel. Pour moi, il n'y a pas eu un moment, un déclic. Mais c'est vraiment... J'ai commencé l'activisme en 2019. Et c'est vraiment en m'engageant de plus en plus et en me renseignant et en écoutant et en discutant que j'ai vraiment découvert qu'en fait, ça n'allait vraiment pas autour de nous. Mais du coup, je me suis en même temps rendu compte que si on ne s'informe pas ou si on ne fait pas le premier petit pas, on peut ne pas du tout être au courant et donc vivre vraiment dans le déni, en tout cas quand on est dans un milieu comme moi, en Europe privilégiée et tout ça. On peut vraiment ne pas être au courant. En tout cas, à l'époque de 2019, maintenant ça commence à changer, on en parle beaucoup plus. Mais oui, ça s'est fait un peu au fur et à mesure, mais très rapidement quand même. Mais il n'y a pas eu un déclic ou un moment précis. Donc 2019, t'étais encore secondaire. J'étais en réto, oui. En réto, et c'est là que ça t'a un peu frappé. Oui. Ok. Toi, Adé, ça t'a percuté comment? J'essaie toujours de revenir sur ça parce que je comprends pas exactement ce qui s'est passé. Je peux le décrire, moi? Vas-y, balance. C'est quelqu'un qui est dans un avion à qui on dit « Go, 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 saute, je saute où? Saute !» Elle a sauté, et le parachute s'est ouvert, elle a atterri dans un champ de bataille, tu vois. Ça, mais par contre, c'est une très belle description. Merci, Vince, vraiment. Avec plaisir. Mais parce que c'est vrai qu'en fait, on m'a proposé de venir aider à organiser la prochaine marche et grève pour le climat. Et ça, c'était via. Et du coup, j'étais en mode, je sais pas, je suis enfin, tu vois, j'étais étudiante, enfin, j'étais en réto, là, j'avais un peu de temps les week-ends, why not? J'aime bien m'engager. Et du coup, j'ai été rejoindre ce fameux petit groupe où, les gens connaissent par exemple Hanouna de Wever en Flandre, parce que c'est un groupe flamand. Je suis vraiment arrivée là, il y avait que des flamouches. Et vraiment, et du coup, j'arrive et c'était en mode, en gros, il faut qu'on mobilise
Ouais, Big Love, mais il faut qu'on mobilise la partie francophone et du coup on a vraiment besoin d'aide, on a besoin que tu nous aides à mobiliser quoi. Et du coup j'étais en mode ok vas-y, et donc en une semaine j'ai blindé mobilisé, enfin j'ai commencé à faire des groupes Facebook partout, j'ai commencé à blinder utiliser les réseaux sociaux pour essayer de ramener un max de monde, et là on arrive jeudi matin à cette première grève pour moi en tout cas, et là il y avait trop de monde. J'ai tout de suite perdu mes potes. J'ai été rejoindre tous ces flamands organisateurs. Et à ce moment-là, j'étais la seule francophone. Et puis là, il y a Hanouna qui me regarde et qui me dit « Ok, t'es prête ?» Je dis « Prête pourquoi ?» Eh ben là, tous les médias là, tu dois répondre aux questions. Waouh. Ok, et donc vraiment, on va dire que je suis vraiment tombée dans les rues, et en même temps, après, faut pas dire que j'étais sensibilisée, je savais qu'il y avait un problème consciente du changement climatique, mais je pense que j'avais pas encore réalisé l'urgence, et surtout, alors là, j'avais pas réalisé la problématique qui devenait un questionnement beaucoup plus radical de notre société, qui allait commencer en fait pour moi. À ce moment-là, j'étais persuadée que le problème, c'était qu'il y avait trop de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, comme c'est le seul problème qui nous entoure, évidemment, on sort dans les rues pour ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, évidemment, enchaînement, du coup, avec la responsabilité qui a été créée vraiment du jour au lendemain. Et via cette responsabilité, un maximum de rencontres avec des experts, avec des scientifiques, à des rencontres entre différentes luttes, donc les luttes contre la pauvreté, etc. Et là, vraiment, alors, on va dire, j'ai appuyé sur l'accélérateur de la conscientisation, et en quelques mois, il fallait que je devienne une pro. En fait, j'avais pas le choix, vu la responsabilité. Et du coup, je me suis beaucoup renseignée, et encore aujourd'hui. Et c'est une conscientisation qui ne finit jamais, pour tout le monde. Processuel et qui termine pas maintenant. Non, mais je pense pas de fin. En fait. Elle aura pas de fin. Je dois continuellement apprendre en fait. Encore aujourd'hui, j'ai encore énormément de choses à apprendre sur la question de l'intersectionnalité dans l'urgence climatique, etc. Pour les mouvements climat, notre responsabilité. Donc non, c'est vraiment un travail que je dois encore faire aujourd'hui. C'est hyper fascinant ce que tu abordes là maintenant, parce que je pense que c'est ce qui heurte beaucoup de personnes qui se réveillent par rapport à la question du climat, quoi. C'est qu'une fois que tu dig deep, tu creuses, tu réalises que oh waouh, ça touche à tellement de parts de causes et de... Ouais, dis-le, ça touche à tout. Ça touche à tout. Et peu importe l'angle dans lequel, qui toi, t'es d'abord, en fait, qui te touche de prime abord, et bien ça découle sur ça aussi, c'est un impact sur ça. Et donc, peu importe le chemin, en fait. C'est ça. Moi, je pense que la porte d'entrée que j'ai prise, c'était du coup le climat. Mais pour tomber dans quelque chose qui était beaucoup plus profond, pour rejoindre toutes ces autres luttes sociales. Et donc, alors aujourd'hui, je continue à dire que je suis activiste pour le climat et les droits humains. Mais évidemment, il y a un questionnement très profond en fait de la société pour moi, et d'ailleurs dans notre demande il y a un changement systémique qui n'est pas nécessairement et qui n'a pas toujours été prôné par les mouvements climat, et je pense que le changement systémique et la demande du changement systémique, elle vient quand on fait une conscientisation qui est plus large que juste la question de l'urgence climatique. Vince, je t'ai déjà posé la question tellement de fois dans ce podcast de commencer à arriver, donc je vais pas te la reposer. Ah on les invite à aller voir les précédentes. Ouais, je vous invite vraiment à aller checker, et surtout à aller checker aussi sur... Tu m'excuses. Non, t'inquiète, t'en fais pas. Mais j'ai envie de t'en poser une autre, tu vois. C'est comment... je sais que t'as un rapport... tu le dis bien sur ta dernière vidéo que t'as postée sur ta chaîne Limite, par rapport à l'espoir, au manque d'espoir, par rapport à toute la question je suis dans le déni de l'espoir. Le déni de l'espoir, c'est ça le terme que tu as utilisé. Ça m'a touché, j'étais là. Ah ouais, ok. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu t'es senti déjà, toi, un peu déjà épuisé ou même impuissant par rapport à la question du dérèglement climatique, et comment tu fais, tu vois? Qu'est-ce que... Le truc, c'est que, comme Adé a précisé, c'est systémique, tu vois. C'est le système. Et en fait, le changement climatique, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme d'un système malade, ou pas dire malade, d'un système qui fonctionne comme il a pour mission de fonctionner. C'est-à-dire faire pousser à outrance, prendre à la terre et arracher à outrance, transformer pour donner, vendre énormément, faire du profit et asservir une certaine partie de la population
la partie majoritaire, et que tout ça génère plein de types de pollution. Tu sais, tu peux enlever le changement climatique, tu as d'autres problèmes sous les bras, comme l'épuisement des ressources, comme les pollutions chimiques, les aérosols, tout ça. Et donc forcément, à partir du moment où tu comprends que le climat c'est un symptôme, et ben, aujourd'hui, on a beaucoup ce qu'on appelle la vision tunnel, c'est il faut régler le CO2. Et donc, c'est comme mettre de la pommade et du pansement sur une plaie, sauf que t'as pas mis de désinfectant, et pire, j'ai envie de te dire, ta plaie va tout le temps se réouvrir parce que tu manges de la merde en fait, et que ton corps est intoxiqué. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un peu ça, on essaye de mettre des pansements, la croissance verte, nanana. Et quand je dis que aujourd'hui je suis dans le déni de l'espoir, c'est parce qu'on est vraiment dans une situation grave. Et que c'est une forme de déni parce que la transition écologique n'a jamais été démontrée. La capacité de notre système aujourd'hui à pouvoir résoudre ces problèmes, en quelque sorte, à travers gonfler les éoliennes, le photovoltaïque, tout type d'énergie, etc. On n'a pas démontré qu'on est capable de faire une transition écologique. On peut le faire, on pourrait le faire, mais que la faisabilité n'est pas démontrée. Et qu'aujourd'hui, tu as le camp des climato-sceptiques qui sont dans un déni, tu as le clan des climato-rassuristes qui sont dans un déni, climato-technologiques, tout ce que tu veux, on peut le décliner en plein de trucs. Il y a plein de formes de déni. Moi, sur quelque chose qui n'a pas été démontré, scientifiquement parlant, je suis dans une forme de déni, mais je préfère ce déni-là, je le trouve sain, tu vois. Je préfère y aller à fond, décarboner mon quotidien, vivre avec plus de sobriété, essayer de sensibiliser sur certaines choses, tu vois, pour dire, voilà, il y a le climat, mais il y a aussi plein d'autres trucs, il y a des injustices sociales pas possibles, et qu'on se dirige un peu vers un monde où une partie de la population s'accapare les besoins en quelque sorte. Je veux dire, t'as une maison à Hollywood, t'as tout qui brûle. Si t'as une grande maison, une grande villa, t'as les moyens de privatiser les pompiers. Et aujourd'hui, on est dans un mode en fait où les riches privatisent leur bien-être sur une masse en dessous, tu vois. Et je pars un peu dans tous les sens, mais pour revenir un peu à cette idée-là, c'est juste que est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. J'ai une interview du Mortar avec un panafricain avec qui j'ai discuté en me disant mais l'Afrique elle rêve de vivre comme un occidental, et vivre et élever ton niveau de vie, ça demande d'une certaine façon, en tout cas avec le prisme occidental et d'aujourd'hui, ça demande du carbone. Et la Chine veut faire la même chose, et le reste du monde, en fait le monde entier veut suivre la voie des plus nantis. Et donc c'est compliqué de faire une transition écologique en sachant qu'on a mis une sorte de carotte à tout le monde, et que tout le monde veut cette carotte. Et c'est pour ça que je suis dans le déni de l'espoir en me disant, mon Dieu, va-t-il y avoir un éveil de plein de gens qui vont se dire, ah ouais, mais la maison 4 façades, c'est peut-être pas ça l'objectif. Ah ouais, mais avoir une meilleure télévision que mon voisin, c'est peut-être pas ça l'objectif. Et quand je vais moi au Sénégal voir mes cousins et tout, l'argent a vraiment pris le pas sur des savoirs ancestraux et sur des cultures, tu vois. Et ça me fait un peu flipper. C'est marrant parce que, en t'entendant parler, il y a un pan tout à fait, sociologique qui est d'office à prendre en compte par rapport à la question du climat, quoi. Et socio-psychologique aussi. C'est ça, et qu'est-ce que tu dis, tu vois? Ah non, vous ne pouvez pas vous développer comme nous. Non, vous ne pouvez pas vous développer. C'est une question moi aussi, qui me taraude énormément, même à l'échelle de la Belgique. Enfin, on peut se retrouver dans un certain quartier, et en fonction des classes sociales, un public plus modeste, la manière de brandir le succès passe par un éventail de démontages. C'est pas du tout français, mais t'as compris. Ostentatoire. Ostentatoire. Regarde ce que j'ai, regarde où je suis parti en vacances. Voilà, ou regarde ma life. T'aimes ma Mercedes, tu vois. Alors qu'une classe sociale plus aisée, peut-être que c'est conscientisé par rapport à cette question, mais parce que c'est acquis depuis une série de générations, et que non, la Mercedes ça craint. Et en même temps, c'est intéressant parce que
aussi ceux qui aujourd'hui contribuent même encore actuellement, pas seulement historiquement, le plus, par exemple si on reste que sur la question du dérèglement climatique, ce sont les personnes les plus privilégiées avec un capital économique le plus élevé. Plus on a un capital économique élevé, plus on va tendre à polluer et donc à contribuer au réchauffement planétaire. Et donc oui, il y a cette idée du rêve qu'en tant que privilégié, on partage au reste du monde et au reste de la population. Donc c'est un rêve qu'on doit absolument changer parce que c'est un rêve qui est destructeur en fait. Mais ça veut pas dire non plus que c'est ceux qui tendent vers ce rêve qui vont être le plus détruits. Ça va être ceux qui vivent ce rêve aujourd'hui qui vont devoir en fait mettre une limite, qui vont devoir changer de narrative, changer de rêve et du coup changer aussi leur manière de vivre et donc se limiter. Et donc en fait quand on parle de changements nécessaires, on parle des limites. Ça va mec. On a perdu Vince. Étouffe-toi. C'est la vérité qui te transcende, Vince. Oh mon Dieu. Tu vas couper ça au montage, hein. Je vais rien couper du tout. Désolé, Adé. A few moments later. Du coup, Adé, je te coupe dans ta super belle réflexion parce que j'ai envie de faire un petit jeu parce que je sais que combien vous avez tellement de choses à dire par rapport à cette question sur l'écologie de manière générale et l'éco-anxiété, que je remets au goût du jour un jeu qui a sans doute très mal vieilli, mais c'est... L'introduction, quoi. L'introduction, c'est espoir ou espire. Oh, joli. Alors, le concept du jeu... Là, petit générique. Non, petit non. Si tu veux, tu peux le chanter, le petit générique. Non, je sais pas la voix. Espoir ou espire, le concept du jeu est très simple. Je vous présente une série de postulats et vous répondez par vrai ou faux avec une petite explication. Par espoir ou espire. Exactement, un peu ça quoi. On va commencer avec toi, Lucie. Pardon. Vas-y. Il est dur celui-là. Ah super. Non mais c'est l'intellectuel de la classe. Vas-y, balance. Le greenwashing, c'est mieux que rien. Mais... C'est un bâtard. Est-ce qu'on peut argumenter ou pas? Bien sûr, argumente. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise. Ok. Alors, je dirais espoir, parce que ça veut dire qu'au moins on est entendu, mais qu'on n'est pas encore écouté. Moi, je suis vraiment pas du tout d'accord. Vas-y, Adé. Mais je sais que c'est clairement une fausse étape, mais que c'est quand même une première étape que les grandes entreprises, généralement, doivent passer. Voilà, ils commencent d'abord par la com, et puis après, ils vont dans le fondement de l'entreprise. Mais clairement, je suis pas du tout pour. Okay. Mais je pense que ça veut dire qu'au moins, ils ont entendu que le public voulait changer. Et que leur première étape, qui est vraiment une toute petite virgule, commence dans leur com, et qu'après, ça bougera peut-être. Mais je dis espoir parce que j'essaye d'être un peu optimiste, quoi. Moi, j'espère parce que, en fait, non, je comprends tout à fait ce que Lucie dit et je suis d'accord avec elle. Mais en fait, c'est horrible en termes de mobilisation, en termes d'explication envers les citoyens et tout ça, parce qu'avec le greenwashing qu'on retrouve dans des publicités, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup de politique, en fait, c'est qu'en fait, on a l'impression d'avancer quand on n'avance pas. Et donc, psychologiquement, c'est très compliqué parce que tu es en train de dire aux gens il faut continuer à résister, il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à être exigeant dans nos demandes, quand partout autour de toi, partout où tu marches, tu as l'impression qu'on est déjà dans le bon. Donc tu vois, c'est très, pour moi le greenwashing il rend le travail encore plus compliqué qu'avant même, parce que comme depuis qu'on commence à mentir, il faut d'abord démentir avant de mobiliser, et pour moi ça rend du coup notre travail en tout cas dans la mobilisation beaucoup plus compliqué. Oui, ils changent les étapes, normalement on change et puis après on en fait de la pub, et eux ils commencent à faire de la pub pour leur changement qui est soit pas encore là, soit en cours mais au tout début, un peu altéré, et donc ils font vraiment l'étape dans l'autre sens quoi. Le commun des mortels, mais pas... le grand public, pas conscient dans les détails de ce qui se passe vraiment, quoi. Vince, les énergies renouvelables sont une fausse solution. Vrai, faux, c'est pas facile. Ça dépend ce que tu entends par renouvelable. Qu'est-ce que toi t'entends par renouvelable? J'entends pas que le photovoltaïque et l'éolien c'est du renouvelable. Ah, ok.
Pour moi, c'est pas renouvelable. Pour moi, c'est une énergie que le terme a été aspiré complètement à un moulin de l'époque, tu vois. C'est vraiment renouvelable, ça. Parce que ce soit les pierres que tu mets, le bois pour la structure, c'est vraiment renouvelable. Parce que je pensais évidemment aux éoliennes. L'éolien aujourd'hui et le photovoltaïque sont une nécessité. C'est quand même à le préciser. On en a besoin. Mais c'est des vecteurs, tu vois, qui utilisent une énergie présente sur Terre, mais pour pouvoir l'exploiter, tu as besoin d'hydrocarbures en dessous. Parce qu'aujourd'hui, une éolienne ne fabrique pas une éolienne, du photovoltaïque ne fabrique pas du photovoltaïque. Ça pourrait, mais ça demande de changer absolument toute la hiérarchie d'extraction, de transformation. Une éolienne ne permet pas d'aller retirer les matériaux de la Terre, pour le moment. Et puis pour l'instant, les éoliennes offshore alimentent des stations pétrolières au large de l'Europe, tu vois, qui ont besoin d'électricité. Donc il y a aussi ce truc-là. Mais on en a besoin. On a besoin de les déployer le plus possible, mais tout en sachant qu'en déployer énormément a aussi un coût, forcément. Un coût en hydrocarbures. Et qu'aujourd'hui, j'aurais plus tendance à dire... oui, mais mettons plus en avant la sobriété. C'est comme tu sais, ce débat nucléaire, pas nucléaire. Non, mettons d'abord en avant l'énergie qu'on ne consomme pas. Plutôt qu'essayer d'atteindre, tu sais, c'est très quantitatif. Hein. Ouais, on a autant, notre système aujourd'hui a besoin d'autant de térawattheures, l'Europe a besoin d'autant, la Belgique a besoin d'autant de térawattheures par an, en quantité d'énergie. Et tu dis, ok, bah, il faut qu'on ait autant de térawattheures et qu'on réponde à la demande à venir avec de l'éolien et du photovoltaïque. Ben non. Malheureusement, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et donc là, c'est là que la notion de sobriété. C'est se poser la question d'abord, est-ce qu'on a besoin d'autant Pourquoi, tu vois, c'est ça. Si c'est parce que tu as envie de te cuisiner, ton four à micro-ondes et de chauffer quand tu veux, à outrance, et que tu es toujours dans une idée de croissance économique à outrance, c'est pas la bonne chose. Si c'est au contraire pour amortir une descente énergétique, ouais, là on en a besoin, il faut les faire. Maintenant, te dire espoir ou espire, j'ai envie de te dire espoir. Excellent. Je sais pas si ça passe. Ça passe pas. Il y a de l'espoir. C'est pas mal. Non, c'est vraiment pas mal. Je vais être espoir. J'y avais pas pensé. Bah, tiens, je vais être cool. Je vais dire espoir, tout en sachant que ça dépend totalement de la politique de développement économique qui est en place dans les pays qui décident de le déployer massivement. Ça va lui il a communiqué. Attends, mais on est en train de perdre tout le monde. On perd nos hommes au combat. Vraiment, c'est... T'en fais pas, retrouve ton souffle aussi. C'est l'émotion. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'émotion. Vinci part trop bien. Adé. Toi, ouais. Compte-moi. Ouais, je trouve. Regarde, d'ailleurs, on va t'écouter, tu vas voir. Ok, on va voir. Adé, espoir ou espire, les politiques sont inconscientes de l'urgence climatique. Alors, petite précision, difficile de mettre les politiques dans le même sachet. Ça se dit non? C'est très belge. Dans le même carton. Dans le même paquet de frites. Dans le même sac, pas dans le même sachet. Oui. Bref. Mais juste une question pour ma compréhension. Tu as dit au féminin, donc les politiques, c'est les lois et tout ça, ou les politiques, donc pas les politiciens, politiciennes? Les dirigeants. Les dirigeants et les lois, c'est tout ce que ça englobe, quoi. Ok, donc la politique, quoi. La politique. Okay. En fait, on est obligé d'avoir un changement qui viendra entre autres aussi par le politique. Mais pour le moment, il n'y a pas d'espoir. Déjà, j'aime pas le mot espoir personnellement parce qu'il est très passif. Je préfère le mot espérance, qui lui est actif. Et donc, moi, j'ai de l'espérance dans le monde politique seulement si le monde politique s'active pour un changement. Et aujourd'hui, il n'y a pas la notion de l'urgence dans le monde politique parce que dans la manière dont on s'organise aujourd'hui et des politiques qu'on met sur la table, il n'y a pas l'urgence. On parle de changement climatique, on parle de différentes politiques, c'est vrai, au niveau européen, on a un Green Deal, c'est vrai, du coup, ça repose sur la Belgique et on voit qu'il y aura des changements, etc. Mais déjà, on ne parle pas de changement structurel et en plus de ça, il n'y a pas une urgence, clairement. On parle des ambitions qu'on a aujourd'hui, mais c'est triste de voir que c'est encore une fois des scientifiques, dans le dernier rapport du GIEC, qui doivent venir interpeller en disant... en fait, les pays dits développés, donc les pays occidentaux, vont devoir rehausser leur ambition. Et on n'y est pas du tout. Et on risque pas de le faire. Hein. Rehausser leur ambition, tu veux dire? Ça veut dire qu'en gros, pour le moment,
déjà donc là dans les politiques qui sont établies, elles sont très focus seulement climat. Donc déjà il n'y a pas la question toujours de la justice sociale derrière. On ne parle pas nécessairement d'une transition juste, mais en tout cas on parle d'une transition vers une neutralité carbone pour 2050. Ça c'est vraiment les politiques mises sur la table aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Et ça, le dernier rapport du GIEC, donc le dernier rapport des scientifiques à un niveau international, disait les gars, vous devez en fait être neutre en carbone en 2040 au plus tard. Donc c'est 10 ans plus tôt que ce qu'on voulait faire. Et ça risque pas d'arriver parce que même avec l'objectif qu'on a pour le moment sur la table qui est pas assez ambitieux, on n'arrive pas à rester cohérent. Genre regarde les politiques aujourd'hui, quand tu analyses le truc, moi j'analyse vraiment le truc et vraiment, on est dans une incohérence constante dans tous les secteurs. Ça veut dire que d'un côté, par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture, on veut une agriculture plus respectueuse avec des fermes à petite échelle, donc à petite taille, à taille humaine, qui respectent leurs terres. Et de l'autre côté, en fait, on a une politique qui va subsidier à maximum les plus grosses fermes qui produisent le plus, et peu importe comment elles le font. Pour avoir un grand maximum de lait, t'as capté. Mais tu vois, donc en fait, on est dans une incohérence qui fait que là, la politique, c'est très difficile d'avoir de l'espoir dans nos leaders politiques, mais en même temps, on n'a pas le choix. Du coup, j'ai de l'espérance. Ça veut dire seulement si on est actif en tant que citoyen, seulement si eux, en tant que politiques, sont actifs, il y a de l'espérance. Pour peut-être préciser un petit peu le GIEC, qui est donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mais t'as étudié ton dossier, toi. Et tu penses que c'est quoi? Ça va ou quoi? Moi, j'invite des gens, t'as capté, mais... T'as capté, je fais mon truc. Toi, à titre un peu personnel, tu dis, bon, je mets des mots dans ta bouche, donc si jamais tu dis, bon, voilà, d'abord, je me concentre un peu sur déjà l'instant présent, de dire, ok, bon, ben, si je devais prévoyer sur 2030 et je lisais tous ces rapports, eh bien, je me tirais une balle maintenant, c'est peine perdue. Donc, tu reviens à l'ici, le maintenant, et qu'est-ce que je peux faire? Et puis tu relativises énormément par rapport à ta situation et tu dis ok, est-ce que c'est un peu ça? Oui, c'est ça, j'essaye vraiment de me focaliser sur des choses clés. Je sais que si je me renseigne et si je commence à mettre énormément d'émotions sur tout ce que je lis et tout ce que j'apprends, mais que clairement ça va pas aller, que ça va pas me mettre dans un bon mood, mais en même temps je dois avoir ces informations en tête pour pouvoir continuer mon activisme. Mais donc j'essaye de séparer un peu mes émotions dans certains cas pour pouvoir continuer à me concentrer sur tout ça. Mais en même temps, l'activisme lui-même, au fond de lui, je le fais avec mes tripes et avec mes émotions et mes valeurs. Mais les informations, j'essaye d'un petit peu les mettre sur le côté pour pouvoir continuer à garder optimisme. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais garder cette force et cette énergie, en tout cas, pour me concentrer dans les campagnes ou dans l'activisme en général, quoi. Toi, Adé, tu gères comment émotionnellement parfois? Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, j'ai besoin de justement d'abord ressentir ces faits. J'ai besoin d'avoir ces moments difficiles et d'accepter que voilà, moi, ce qui me touche le plus, donc il y a évidemment la question des derniers rapports du GIEC qui sont là et ça craint et ça me met plutôt en colère. Mais il y a quelque chose qui me rend très très triste. Moi, c'est plutôt vraiment la destruction de la biodiversité qu'on est en train de créer et de réaliser qu'on vit dans un monde où on ne sait même pas en fait ce que c'est la biodiversité. Et en plus, on ne s'inclut même pas dans la biodiversité. Et l'écart qu'on a créé entre l'humain et tous les autres êtres vivants, ça me rend vraiment très triste. Mais après, j'ai besoin d'accepter de ressentir ça. Parce que si je ne le ressens pas, je vais pas faire ce que je fais avec mes tripes. Et je vais le faire... Et surtout, ça ne va pas être durable. Du coup, d'abord, je ressens. Et j'accepte d'être mal. Et après, je dois partager je dois transitionner dans de l'action. Et d'ailleurs, le seul moyen pour moi de sortir de cette tristesse, de sortir de cette colère, c'est de la transformer dans l'activisme. Et justement, tout à l'heure, tu disais comment vous faites justement vous dans l'activisme. Mais en fait, l'activisme me permet de rester debout, me permet de me lever le matin et me permet de ne pas déprimer. Parce que
regarder une destruction de l'environnement, et donc pour moi surtout de toutes les autres espèces animales et autres qui vivent avec nous sur Terre, voir ça me permet pas de vivre d'une manière heureuse. Par contre, ce qui me permet de sourire tous les jours, de me lever, de rester motivée, de danser, d'être heureuse, c'est justement l'activisme, c'est les gens qui m'entourent, c'est le fait que je sois pas seule, c'est le fait qu'on s'organise et qu'on se dise, tu sais quoi, ouais, c'est la merde. Ouais, mais on va essayer, on fait quelque chose. Je sais pas si c'est le bon truc. On a commencé avec des manifs, on teste, on va continuer, on va faire du lobby. Maintenant, je sais pas, on target le politique, on target la compagnie, on va tout faire, on va tous les faire. Et c'est faire ces actions-là qui me permettent de franchement être bien. Et c'est comme ça que je fais face à cette éco-anxiété, que je fais face à ce sentiment d'impuissance et de désespoir. En fait, il faut aller rechercher. En anglais, on dit empowering. Il faut se rendre un peu de pouvoir pour sentir complet. C'est hyper touchant ce que tu dis, franchement. Mais je pense qu'il y a un peu dans ce que tu dis, il y a un peu une part d'extrême honnêteté, d'authenticité. Tu vois, c'est un combat qui t'est arrivé malgré toi parce que c'est un sujet qui toi te touche. Quoi. Tu dis, mais voilà, moi, la biodiversité, c'est mon angle qui moi me percute et qui m'émeut quand je vois un petit peu et je constate l'urgence climatique et le dérèglement climatique et son impact sur la biodiversité. Et quand je traverse, je vois ça et je constate ça et que émotionnellement c'est lourd, c'est dur, ça m'attriste, ça me peine, eh bien la manière de retrouver un peu mon propre pouvoir, c'est justement en m'activant, en mobilisant toute une série de personnes autour de moi et c'est ça qui est beau parce que je pense que la plupart des jeunes des potes à moi et bien plus mais de notre génération c'est ça qui nous traverse et qui peut être très douloureux, c'est le côté waouh, c'est terriblement c'est l'impuissance qui nous guette quoi, par rapport à cette sensation. Vince, je sais que toi, cet angle, pas parce que t'es un papy, mais parce que t'es papa, je disais un peu en intro, mais c'est entre autres pour ça que je voulais que tu sois avec nous. En plus que je voulais te revoir, t'as capté, mais il y a une autre dimension à cette question, tu vois, c'est que nous, on est à l'état individuel et bien sûr de nos familles, etc. Mais toi, il y a une progéniture qui est en face de toi. Comment ça se présente et comment tu gères aussi émotionnellement par rapport à tout ça, sachant que tu as des mômes quoi, et qu'il y a un futur pour eux quoi. Tu me parles de ça et ça, je sais pas, ça fait battre mon cœur. Mon sang ne fait qu'un tour parce que dès que je commence à penser à mes enfants, je me projette dans les données disponibles d'à quoi ressemblerait un monde à 2,7, 4 degrés. Et cette projection, elle fait froid dans le dos quoi. Parce que moi, en 2050, c'est dans combien de temps? C'est 2050, c'est dans 20 ans c'est plus de 20 ans, c'est dans 25 ans. À ce moment-là, j'aurai 60, si je fais bien le calcul. Et je me dis, bon, 60, normalement, t'es encore en forme, cool, mais c'est quand même chaud de vivre ça. Mais après, mes enfants, ouais, là, je me dis qu'ils vont vivre 2070, 2090, a priori, ils vont le vivre. Et je sais pas, je n'arrive pas, en fait, à un moment donné, j'ai un blocage où quand je vois les courbes et que je vois quoi le monde va ressembler, je veux dire, généralisation des pénuries d'eau partout sur Terre et pendant parfois quelques semaines à quelques mois, tu vois. Je me dis, mais eux, ils vont vivre dans un monde radicalement différent de celui dans lequel ils sont en étant jeunes. Et je crois que pour eux, ça va être difficile. Parce qu'ils connaissent un monde aujourd'hui, un monde encore d'abondance, en tout cas s'ils sont ici en Belgique, et c'est le cas. Ils connaissent un monde où ils peuvent aller à Walibi, ils peuvent vivre des choses trop cool. Ah papa, tiens, vas-y, viens, on fait ça, etc. Et que le moment où il va y avoir une rupture, eux, ça va être difficile. Puis leurs enfants, ça va être plus facile. Puis leurs enfants, ça va être plus facile, il y en aura moins. Parce qu'ils seront adaptés à ce nouveau monde-là et au fonctionnement de ce nouveau monde. Et j'ai peur pour eux parce que eux, ils vont. Moi aussi, je fais partie de ces générations et AD et nous tous ici, on va vivre des grosses déstabilisations et des gros changements si rien ne change. Mais eux, ça va être très très fort et à la fois, c'est flippant, mais à la fois, il y a une acceptation. C'est partie de l'histoire de la Terre, quoi qu'il arrivera et quoi qu'il arrive, accepter ce qui se passe, qu'on ait réussi, qu'on ait échoué, qu'on ait fait du mieux qu'on peut, qu'on ait fait moins.
Parce que je pense que la chose la plus complexe, ça va être le trauma qui va devoir être à gérer. Ouais, dans ce que tu dis, il y a un grand aspect de... Moi, j'entends deux choses. J'entends que, d'abord, c'est d'abord très inquiétant, c'est très touchant, parce que tu attaques un peu le concret de ma vie. Enfin, c'est tes enfants, tu vois. Et en plus de ça, tu dis, ben voilà, moi, à la hauteur de mes capacités, de mes compétences, je fais au mieux. Et je me mobilise et je fais tout pour, dans le cadre de ma vie qui est en place. Et j'ajouterai un troisième temps, tu dis, ben voilà, je fais preuve d'acceptation, de résilience carrément, tu vois. Ça, c'est pouvoir dire, ok, bon, ben, on fait le max, et on fait le max par rapport à ce qui est. Ça va d'office évoluer, ça va d'office se passer, ça va... À différents degrés, quoi. À différents degrés, et ça va... J'imagine que, tu vois, je mets à nouveau des mots dans ta bouche, mais tu vois, ça se passe pas partout de la même manière, et il y a un degré d'imprévu, on ne sait pas à quelle hauteur, etc. Mais on sait indéniablement qu'à un moment donné, si les choses ne changent pas et qu'elles évoluent comme ça se projette maintenant, aujourd'hui, ça va d'office un petit peu... Tu sais, il va y avoir des ruptures nettes. Voilà. Et la sécheresse en France, c'est un exemple. Quand il y a un plan d'eau qui sort, rationnement, et que tu as des pays qui disent « c'est bon, on a des méga-bassines, on s'en fout », alors que ça s'évapore. Et je veux dire, la problématique de l'eau, je veux dire, c'est inscrit, les rapports le disent, stress hydrique généralisé à toute la planète en 2050. Généralisé à toute la planète à 2050. Et déjà en 2030, on parle de 75% des pays au monde qui vont être en stress hydrique. Et l'eau, c'est la base. Comme dit Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il avait raison, le bâtard. L'eau, c'est la vie. Non, mais c'est ça. Et Jean-Claude Van Damme, c'est moi. J'ai pas envie de gonfler les co-anxiétés, mais je crois que ce qui est très stressant, tu vois, si je rejoins un peu Adé, c'est que les politiques, tu vois bien qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas prévus, tu vois bien qu'ils n'ont pas de plan là-dessus. C'est vrai, comment on relance l'économie, comment on fait ci, comment on fait ça. Mais après, voilà, c'est accepter, se donner à fond quoi qu'il arrive, jusqu'à avoir le meilleur résultat possible, et que mes enfants se battent pour le meilleur résultat possible, et tout en acceptant que le meilleur résultat possible, malheureusement, va déjà entraîner des graves conséquences. Ouais. Est-ce que vous projetez, est-ce que ça... Tu vois, cette question de l'écologie, du dérèglement climatique, de l'urgence sociale que ça implique, est-ce que vous, dans votre quotidien, j'ai deux questions, est-ce que vous vous dites mais je pense que du coup, j'aurai vraiment pas d'enfant, ça impacte sur ça ou pas du tout? Adé, tu fais une moue. Non, mais c'est vraiment une question très, très compliquée. Très très compliqué. Déjà je suis assez jeune pour me poser la question. Mais en tout temps, c'est une question compliquée. Mais d'habitude d'ailleurs, on se la pose pas trop parce que c'est comme une évidence, tu vois. Ouais. Enfin, c'est d'ailleurs vu en tout cas avec un regard externe, c'est comme une évidence que les gens vont avoir des enfants, tu vois. Et donc, je pense que les gens qui m'entourent ne se questionnent même pas si je vais avoir un enfant ou pas. La question pour laquelle on se la pose, c'est l'état du monde qui nous entoure. Moi, j'aimerais beaucoup avoir une famille, mais déjà j'ai une famille incroyable, mais je veux dire, j'aimerais créer aussi la mienne. Ok, mec. Voilà. mais je pense que je me questionne sur la définition de la famille. Et donc, est-ce que ça veut dire créer des enfants, je sais même pas si ça veut dire en créer, en adopter, je sais pas. Oh, vous dites tellement de belles choses, c'est incroyable. Oh là là, j'ai envie de vous serrer fort. Non, non, il fait peur, mec. Il fait peur. T'emballes pas, ou t'emballes pas. Ok, d'accord, Tiens, tu peux serrer ma main. Non, t'inquiète. Le rejet. Il a dit non. Non, mais c'est ça, je rajoute un point qui... il veut quand même. On pourra faire vivre un zoom très, très gênant. Vas-y. Non, mais c'est ça, tu t'abstrais pas toi seul d'un système, c'est tout. Ouais. Tu le fais en collectif. Mais mais pour parler un peu vrai, ce qui quelque part. Parce qu'avant on disait que de la merde. Non, on disait pas de la merde, mais non, on a un système, mais sur l'aspect collectif, mais tu l'as bien dit, Lucie, c'est que la culpabilité vient aussi, ça nous guette par rapport à toute une série de comportements qui peuvent ne pas être en lien avec une série de nos valeurs aussi, ou qui sont en cours de construction, et tu en as parlé un petit peu, Adé, c'est en cours de construction aussi, et au plus tu observes, au plus tu
te conscientises par rapport à la question, en plus, tu vas agir de façon coordonnée par rapport à tes valeurs. Et c'est pas de se flageller, parce que te flageller d'ailleurs, c'est toi qui en parlais, Luce, ça sert à rien dans le sens direct du terme. C'est plutôt se mobiliser dans son propre pouvoir et se dire ok, qu'est-ce que je peux réellement faire, et à hauteur des possibles, du concret. Et donc si c'est quand même continuer à utiliser mon smartphone, mais qu'est-ce que je peux faire tout en utilisant mon smartphone pour agir en accord avec mes valeurs, et ainsi de suite dans tous les pans de nos vies, quoi. Tu vois, que ça peut être ok, je dois absolument utiliser mon véhicule jusqu'à une certaine mesure, et comment je peux faire pour la limiter, etc. Et regagner un petit peu, tu vois, ça me touche aussi énormément, parce que je pense que l'impuissance vient aussi d'une tristesse, et qui dit tristesse dit énormément paralysie, et un peu genre je peux rien faire. Et donc quelque part retrouver un peu son propre pouvoir, c'est être dans l'action, et t'en parlais aussi énormément, Adélaïde, c'est ok, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement, tu vois. Et souvent en attaquant cette question, oh là là, je fais T'es trop fort. Tu fais un résumé. Une synthèse de ça, mais en attaquant la chose de manière collective et d'ailleurs systémique, tu vois. Moi, je sais que de manière très personnelle, la question de la justice sociale m'émeut et me touche vachement. Et en investiguant cette question, évidemment que ça a un impact sur le climat. Et ça m'a frappé quand j'étais à l'UNIF, encore plus avec mes lectures, mais ça a été mon angle. Et je sais combien, du coup, j'agis de plus en plus en accord avec ces valeurs. Et tout comme toi, tu disais, tout se rejoint finalement, hein, et je trouve ça émouvant de pouvoir se dire, ok, on trouve une manière tous ensemble commune de regagner un peu son propre pouvoir, et de trouver une sorte d'accalmie, de paix, de tranquillité, et de mobilisation aussi, tu vois. Drop the mic, tu vois, et je pense que ça a été le mot d'ordre de ce podcast, mais c'est un peu dans la remobilisation et de retrouver un peu son propre pouvoir par rapport à la question du climat, parce que je pense que en fait la racine de l'éco-anxiété est totalement légitime. C'est ça qui fait la nuance en fait dans tout ça. C'est mon regard de psy, ok. Mais je me dis que on pourra jamais l'éco-anxiété. Il y a une base tangible et factuelle de pourquoi les personnes sont épris d'inquiétude, de peur, de peur même extrême, quoi, et qui devient, ça devient urgent, et c'est une tristesse qui est abyssale, qui est là. Alors l'astuce, c'est de ne pas y rester trop longtemps. C'est ok de pouvoir le ressentir. Et si tu le ressens, ok, vas-y, ressens-le. Alors l'idée, c'est de pouvoir savoir comment tu peux retrouver aussi ton propre pouvoir. Et c'est ça un peu le souci avec l'anxiété de manière générale, hein. Et encore plus avec l'éco-anxiété, qui pour moi a une base très, très, très légitime en fait. C'est difficile, tu combats pas un truc qui est de l'ordre du non-sens. Enfin, tu vois, si tu t'intéresses un petit peu, c'est un peu factuel. Merci à vous, c'était un plaisir inouï. Merci à toi. De discuter avec vous. Vous avez passé un bon moment? Très bon. Super, Aubin. Vince. ouais, moi dès qu'il y a Lucie et Adélaïde, moi je... Oh waouh, quoi. C'est ça. Voilà. Non, même pas. Non, j'ai beaucoup d'admiration parce que j'étais très méprisant quand il y a eu les premières marches pour le climat. J'étais pas climato-sceptique, mais j'étais un peu en mode... Est-ce que ces jeunes qui marchent avec leur basket Adidas, etc. Parce que je comprenais même pas moi-même la problématique. Et je pense qu'ADF faisait partie des personnes que je méprisais, en disant mais c'est quoi ces gens sur leur tour d'ivoire, parce que forcément d'origine sénégalaise, j'ai vu la S, et je me suis dit mais elles sont complètement à l'encontre, et en fait souvent quand tu as du mépris vis-à-vis des autres, parce qu'il y a des choses que tu veux pas regarder toi-même, tu veux pas mettre le miroir, et j'ai beaucoup d'admiration parce que je sais que quand t'es jeune, ça s'est passé jeune, que t'es soumis à la critique des vieux, que t'es soumis à la critique des médias, qu'on essaie constamment de te coincer, et que de mettre des pressions, etc. C'est pas cool, et c'est jeune, tu vois. Alors que tu sais que c'est même pas pour toi, ou c'est pour tout le monde, en fait. C'est même pour les personnes qui critiquent. Et donc j'ai beaucoup d'admiration, et continuez comme ça, lâchez pas. Merci.
à vous. Merci à toi. Vraiment de ouf. C'était hyper stimulant, entraînant de pouvoir discuter avec vous. Et vraiment, je pourrais pas me gang de ouf. Je pourrais continuer pendant des heures. Si vous en avez pas eu assez avec les à peu près sérieux, je vous invite à checker les à ceux qui osent, à vous abonner à la chaîne. Hein. Fais pause, clique sur le bouton abonner, commente, partage. Hein. On donne de la force, un max. Évidemment, un grand merci à Partenamut qui est le soutien de cet épisode. T'es sponsorisé sur l'éco-anxiété. Ah bon? Et ouais, mec. Et puis on se dit déjà à la prochaine. Merci à vous, les gars. Merci à toi. Merci à toi. C'est une fin de tournage, on peut s'applaudir.